Donc on va commencer sans plus tarder. Et déjà au nom de toute l'organisation, je tiens à remercier Guillaume qui a fait le déplacement aujourd'hui pour 2 conférences. Une première cet après-midi et puis j'espère que vous avez bien noté également la conférence grand public de ce soir. Guillaume est un maître de conférence, professeur à l'université de Saint-Étienne. Il est également membre senior de l'IUF, fondateur de la chaire Actif FS et puis il a tellement de distinctions que ma mémoire est trop courte. Donc je vais laisser Guillaume se présenter rapidement. On le remercie encore une fois pour sa présentation sur les facteurs de performance, trail court et ultra trail. Donc tu as à peu près 1 heure et puis il devait y avoir une communication sur la nutrition. Guillaume a gentiment proposé également d'aborder certains aspects, puisque Anthony, qui devait présenter, pour ne pas le citer, n'a pas pu se rendre disponible. Voilà, merci, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais lancer mon chrono, parce que j'ai un peu tendance à être trop bavard. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. C'est ma première fois à Angers, donc voilà, c'est aussi ça le charme de ces invitations. J'espère qu'on aura le temps de visiter un petit coup le centre-ville ce soir, et puis les bars surtout, quand même. Du coup, effectivement, j'étais censé faire une demi-heure, et puis Anthony Berthoud, qui ne paie rien pour attendre, vous a fait faux bond. Donc du coup, effectivement, j'ai accepté d'essayer de parler un petit peu de nutrition. Je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas aussi bien que si Anthony était là. Donc je vais faire de mon mieux. Je ne suis pas du tout un spécialiste de nutrition. Mais bon, comme c'était un peu dans le programme, on s'est dit on va essayer quand même d'en parler un petit peu. Mais effectivement, l'idée, c'était... Alors, je n'ai pas fait 2 présentations. C'est une seule, du coup, un peu plus longue, même beaucoup plus longue. Puisque, bien sûr, la nutrition fait partie des facteurs de la performance. Et on verra que pour la nutrition, comme pour beaucoup d'autres facteurs, en réalité, il y a des différences entre le court et le long. Mais la question que je pose cet après-midi, et sur les plus ou moins, ce sera une extension. Aujourd'hui, cet après-midi, ça va être plutôt les aspects un peu théoriques. Et puis les aspects pratiques, je les ai gardés plutôt pour ce soir. Parce que je crois que les gens qui viennent aux conférences grand public sont plus friands de conseils pratiques. Et vous, qui êtes, pour la plupart d'entre vous, si j'ai bien compris, les étudiants, j'imagine que vous êtes un petit peu plus intéressés par les aspects théoriques. Donc voilà, normalement, les 2 conférences vont se compléter. Il y aura quand même quelques diapositives qui seront communes entre les 2, puisque ce ne sera pas exactement les mêmes personnes. Mais globalement, j'ai essayé de rendre les choses un peu complémentaires. Vous me direz si c'est réussi ou pas. En tout cas, aujourd'hui, cet après-midi, on va attaquer par ça. Peut être performant en trail court et en ultra. Alors avant de répondre à cette question, je vais effectivement me présenter très rapidement. Donc, je vais surtout présenter mon labo, qui est le LIBM. Et j'ai la chance de travailler dans ce bâtiment, donc à Saint-Étienne, qu'on appelle l'IRMIS, Institut régional de médecine, d'ingénierie et du sport. C'est 2000 m² entièrement dédiés à la médecine du sport, à la recherche en physiologie, en biomécanique, en neurophysiologie, etc. Comme vous pouvez le voir sur ces diapositives. Donc c'est un bâtiment assez unique en France, où on peut faire depuis les aspects les plus microscopiques jusqu'aux aspects les plus fondamentaux. Et voilà, donc c'est une grande chance que de travailler à Saint-Étienne, surtout depuis qu'on a ce bâtiment depuis 4-5 ans. Alors, moi, au-delà de mes activités scientifiques, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, et que tu me demandais si je refusais les invitations. C'est vrai que je refuse assez rarement les invitations comme celle-là, parce que j'adore faire ça en fait. Alors là, c'est une conférence plutôt scientifique, mais je préfère encore faire les activités, ce que je vais faire ce soir. C'est-à-dire la conférence grand public, parce que vraiment j'ai une appétence particulière pour la diffusion de nos travaux, de mes travaux vers le grand public, et en particulier donc j'ai commis quelques ouvrages, et le dernier né c'est celui-là, Défatiguez-vous. Alors pour le coup ça parle pas de trail, ça parle de la fatigue au quotidien, que j'ai écrit notamment avec Baptiste Morel, que vous allez voir tout à l'heure. Et puis voilà, peut-être un peu plus en lien avec aujourd'hui, même beaucoup plus en lien. C'est la 2e édition de cet ouvrage qui est sorti l'an dernier, ou il y a 2 ans, qui s'appelle Ultra Trail, plaisir, performance et santé. Donc j'avais écrit une première édition en 2012, et donc j'ai sorti en 2022, donc il y a 2 ans maintenant, la 2e édition.
Bon bref, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, j'ai un site internet, kinésiologie.com. On fait ce qu'on peut en termes de jeu de mots, mais bon, comme ça. Et puis je suis aussi avec le même nom, kinésiologie sur les réseaux sociaux. Malgré mon grand âge, j'anticipe la remarque. Ok, donc assez parlé de moi. Ultra versus trail court. Donc pour que les choses soient claires, on va déjà définir ce qu'on entend par ça. J'ai choisi de parler d'ultra à travers un exemple qui est l'UTMB, qui est quand même l'ultra le plus connu et qui est un vrai entre guillemets ultra, parce qu'il y a des ultras plus courts. La CCC typiquement est un ultra. Si c'est un peu plus court que la CCC, à un moment donné, on ne sait plus trop si c'est un ultra ou pas. Donc là, on va dire les vrais ultras 100 miles, format 100 miles, tel que l'UTMB. Et puis en trail court, j'ai choisi une course comme je pense est la plus réputée ou la plus relevée, peut-être avec Zegama, qui est Sierzinal, qui est une course en Suisse, dans le Valais, dont on va donner les caractéristiques. Elle est un peu moins connue que l'UTMB, même si elle est plus ancienne, puisqu'elle date de 1974. Et voilà, donc on a ces deux courses un petit peu phares. Et la question que je pose finalement, c'est est-ce qu'on peut être à la fois performant sur l'UTMB et sur Sierzinal? La question, elle se pose quand même, parce que si on reprend les classifications de l'International Trail Running Association, donc vous avez, alors je ne sais pas si vous êtes tous experts en trail, peut-être pas. J'imagine que dans la salle, il y a parmi vous, il y a certaines personnes qui connaissent ça par cœur, peut-être pas tout le monde. Donc en fait, on a les différentes catégories sur cette diapositive, les différentes catégories de courses, de la course la plus courte, XXS, à la course la plus longue, enfin au format le plus long, XXL, qui sont quantifiés soit avec le temps approximatif du vainqueur. Donc vous voyez, sur XXS, le vainqueur va être en 1 heure à peu près. Et puis sur XXL, c'est quand les vainqueurs sont au-delà de 17 heures. Okay, donc typiquement, le Grand Raid de la Réunion dont a parlé Fabrice, bien sûr, c'est un trail XXL. L'UTMB aussi. Et puis on peut les quantifier aussi avec ce qu'on appelle les kilomètres efforts, où on ajoute la distance avec le dénivelé pour tenir compte bien sûr de la quantité le nombre de mètres à gravir, ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées. Comme vous le savez, même si ce n'est pas qu'une histoire de distance et de dénivelé, comme Fabrice l'a dit, la technicité de la course, et en particulier le Grand Raid de la Réunion, et en particulier cette année, apparemment, j'y étais pas, mais c'était assez costaud. Bon bref, nous on va se contenter de ça, distance et dénivelé. Donc vous voyez qu'on a des formats de course très différents, et du coup, Sierzinal, on va être plutôt dans ce type de course, donc XS, AS, et comme je l'ai dit, UTMB, on va être plutôt sur du XXL. Okay, donc on voit qu'on est quand même sur des formats très différents. Et est-ce qu'on peut être vraiment bon dans les deux formats? C'est ça la question. Donc entre parenthèses, vous voyez le nombre de courses XXL ou le nombre de partants XXL, il y a quand même beaucoup moins de monde, même si on a l'impression que tout le monde fait l'UTMB ou tout le monde veut faire le Grand Raid de la Réunion. Oui, tout le monde veut le faire, mais en réalité, il y a assez peu de monde finalement qui fait des formats XXL. La majorité des gens font justement les formats type Sierzinal. Bon bref, peu importe. Donc ici, vous avez le profil de l'UTMB. Et donc si j'essaye de caler Sierzinal là-dessus, donc Sierzinal, je ne l'ai pas dit encore, c'est 31 km, 2200 mètres de dénivelé positif, un petit peu moins en négatif, puisqu'on arrive, Zinal est plus haut que Sierre. Donc ça, c'est le profil, donc avec une bonne partie montante et puis un peu de descente à la fin. Et donc si j'essaye de mettre Sierzinal sur l'UTMB, vous voyez, ça représente ça. Et encore, ça c'est Courmayeur-la-Foulie, pour ceux qui connaissent. Et en réalité, on s'arrêterait même avant pour vraiment que ça fasse Sierzinal. Donc c'est entre Courmayeur et la descente sur la Foulie. Donc, vous voyez, c'est simplement ce petit format, cette petite distance-là par rapport à tout ça. Donc est-ce que c'est possible de gagner sur les deux distances? Oui, c'est possible, à une condition, s'appeler Kilian Jornet. Donc ça, c'est sa 4e victoire en 2022, quand il avait battu le record, qui a été battu depuis. Et ça, c'est sa dernière victoire, ou peut-être l'avant-dernière, je ne sais plus. Non, je crois que la dernière quand même, sur Sierzinal. Donc voilà, bon, si vous ne connaissez pas Kilian Jornet, vous n'avez rien à faire dans cette salle, donc je vous demanderai de quitter l'amphi.
Alors, je le dis bien sûr sur le ton de la plaisanterie, c'est possible de gagner ces deux types de formats sur des courses aussi relevées, bien sûr, donc les courses phares dans les deux distances, sur les deux formats, à condition de s'appeler Kilian Jornet. Regardez un petit peu le classement de ces deux courses. Donc ici, vous avez Sierzinal, et puis donc ça s'arrêtait en 2019, donc j'avais piqué ça sur le site, et puis du coup j'ai complété. Mine de rien, ça m'a pris 3 plombs pour faire ça. Donc j'espère que vous appréciez l'effort quand même. Je l'ai fait pour vous quand même. Ici, c'est l'UTMB jusqu'en 2022, donc on n'a pas 2023 là. Mais on s'en fout puisque Kilian n'était pas là. Donc je surligne les victoires de Kilian. Et donc si vous savez compter jusqu'à 10, eh ben, vous êtes bon puisque 10 victoires et 4 victoires sur l'UTMB. Et je vous passe le fait que entre 2011 et 2022, il ne s'est pas présenté au départ. Et je vous paye mon cachet que s'il avait pris le départ, il en serait à plus de 4 victoires. Bon, il n'empêche qu'avec 4 victoires, c'est le co-recordman du nombre de victoires avec François Den. Et sur Sierzinal, avec 10 victoires, il n'y a pas photo. Il a le record sur Sierzinal. Il a presque le record sur... ça a été battu par Jim Wamsley l'an dernier, ou il y a 2 ans. Mais en tout cas, voilà, il a presque aussi le record sur UTMB. Donc vraiment, il y a Kilian et les autres. Mais à tel point, alors tout le monde sait ça, tout le monde sait que Kilian est exceptionnel. Mais avant même de préparer cette conf, pour être tout à fait honnête, j'avais préparé cette conf pour une invitation à Sierzinal. Mais bon, peu importe, j'aurais pas dû le dire, ça c'est les coulisses. Mais avant de préparer cette conférence, je me disais, ah ouais, Kilian, vraiment, il est fort. Mais quand on voit des chiffres comme ça, on se dit vraiment, c'est pas il est fort, c'est qu'il y a lui et puis il y a les autres, en fait. Si vous regardez les autres coureurs, je vais vous poser la question, s'il y en a qui trouvent, vous êtes balèze. Vous allez me citer 3 autres coureurs qui ont gagné l'UTMB. Alors, qui ont gagné Sierzinal, il n'y en a pas, je vous le dis tout de suite, mais qui sont montés au moins une fois. Donc oui, je vous rappelle qu'il l'a gagné 10 fois, qui sont montés une fois sur le podium de Sierzinal, qui ont essayé de concurrencer Kilian. Je vous écoute. Non. Poccapel, non. Il n'a jamais fait le podium à Sierzinal. Ouais, Wamsley, effectivement. Jim Wamsley a fait 3e. Et sinon, les 2 autres sont 2 femmes. Non, pas Courtenay, justement. Pas Courtenay, pas François Den. Justement, tous les stars de l'ultra. Et si vous voulez mon avis, Courtenay, alors je pense qu'elle ne s'est jamais inscrite à Sierzinal. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit sur le podium. C'est mon avis, hein, j'en sais rien. Mais... Donc les 3, c'est Colette Borcard qui a gagné chez les femmes l'UTMB, et donc qui est une Suissesse qui a fait 3e à Sierzinal 2 fois, je crois. Lizzie Hawker, c'est la 3e personne, une Anglaise. Et donc Jim Wamsley qui a fait 3e. Il n'a même pas gagné une fois, il a fait 3e. Ce qui est déjà beau. Donc voilà. Et ça, vous le mettez en regard de ce qu'a fait Kilian Jornet. Donc on va essayer de comprendre pourquoi c'est si compliqué et pourquoi il faut être un extraterrestre comme Kilian pour être capable de faire ça. Quand on prend, donc ici je vous ai remis les catégories, et là vous avez les 3 zones classiques d'entraînement qui sont démarquées par le premier seuil ventilatoire ou le premier seuil lactique et le deuxième seuil ventilatoire ou deuxième seuil lactique. Donc zone 1, zone 2, zone 3. Et puis grâce au travail d'un de mes doctorants, Frédéric Sabater, il a essayé d'estimer pour ce type de format de course où on était. Donc entre XS et S, et donc Sierzinal, on est ici, et pour XL, on est ici. Donc vous voyez, on passe énormément de temps en zone 1 et un tout petit peu en zone 2 sur l'UTMB, alors que quand on est par exemple sur regardez là, par exemple ici, par rapport à ça, on voit bien qu'on n'est pas du tout, bon, on aurait pu le deviner avec les formats en eux-mêmes, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types d'intensité. Et donc sur les mêmes, on dit les mêmes domaines d'intensité en physiologie, et donc sur les mêmes types d'efforts. Et donc on va voir comment on peut, quand on s'appelle Kilian, malgré tout, arriver à gagner sur les 2 tableaux. Donc pour ça, on va repartir des 3 facteurs clés de la performance dans les sports d'endurance. Ce n'est pas du tout spécifique à la course à pied, mais ça s'applique très bien à la course à pied et même au trail.
que sont donc la vitesse que l'on peut soutenir sur une épreuve. Ça dépend de la consommation maximale d'oxygène, de la fraction de VO2 max que l'on peut maintenir sur sa course, et puis EC, c'est l'économie de course ou le coût énergétique. D'accord ? Donc on va reprendre ces trois facteurs un par un pour essayer de voir ce qu'il faut pour être performant sur les deux distances. Et on va commencer par VO2 max. Donc la VO2 max, je pense que vous devez faire ça dans vos TP, j'imagine. Souvent, on la détermine avec un test incrémental et on va retrouver les différentes zones dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, vous avez Julien Chaurier qui était chez nous à l'époque. On avait fait une étude sur UTMB. Donc on a fait un test incrémental en pente. Là, il est bientôt au bout du rouleau. Bon, en général, on ne gagne pas contre le tapis roulant. Hein. Le tapis roulant va toujours plus vite que nous. Donc on l'encourage pour aller vraiment au bout. Et puis, donc, on arrive sur le plateau. Bon, je vais réexpliquer un petit peu mieux ce soir pour les novices, mais pour vous, je ne pouvais pas l'affronter. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez ça par cœur. Peut-être que vous connaissez un tout petit peu moins les facteurs de VO2 max. Donc, est-ce que la VO2 max est limitée par les capacités du système pulmonaire à diffuser l'oxygène? Plutôt non, voire non, mis à part peut-être quelques athlètes de très très haut niveau. Ce qui va essentiellement limiter la VO2 max, c'est cardiac output, c'est-à-dire le débit cardiaque maximum, et puis les capacités du sang à transporter l'oxygène. Donc on peut résumer sous le vocable capacité du système cardiovasculaire à transporter l'oxygène. Et puis dans une moindre mesure, surtout si on est entraîné, dans une moindre mesure, la capacité des muscles à prélever et à utiliser cet oxygène. D'accord ? Donc en gros, ça se passe quand même essentiellement ici au milieu. On parle des facteurs centraux de VO2 max. D'accord ? Et donc pour savoir, savoir si VO2 max était plus ou moins important en fonction de la distance, et même la question c'était est-ce que VO2 max reste important quand on fait du très très long, parce que finalement on va tellement doucement en ultra sans faire injure à personne. Moi j'ai fait aussi de l'ultra, donc il ne s'agit pas de vexer quiconque, mais bon, l'ultra c'est une randonnée un peu rapide finalement. Est-ce que pour faire une randonnée, on a besoin d'une grosse VO2 max? Donc pour essayer de répondre à cette question, bon, en réalité, là aussi les coulisses, on n'avait pas fait cette étude pour ça, on l'avait faite pour étudier la fatigue des hommes et des femmes sur les différentes distances de course. Bref, on est allé sur l'UTMB et on en a profité pour regarder les liens entre VO2 max et performance. Pour des distances différentes, c'est-à-dire qu'on a testé des coureurs, donc on a testé 75 coureurs en labo avec un test comme vous avez vu à l'instant, d'ailleurs Julien Chaurier faisait partie de cette étude-là, et des coureurs qui participaient pas seulement à l'UTMB, mais à toutes les distances. Sur l'UTMB, il y a plusieurs distances. On a des distances dites courtes. Vous avez les distances ici, donc c'est déjà assez long, mais enfin on appelle ça entre elles, on appelle ça du court. 40 à 55 km, donc on les a poolés ensemble pour... on a appelé ça les distances short, courtes. Ensuite, la CCC, c'est les distances médium. Et ensuite, les distances longues, UTMB et TDS, 145 et 170 km respectivement. D'accord ? Donc, on a pris les résultats et on a regardé, on a la VO2 max de tous ces gens-là, tous ceux qui ont terminé, bien sûr. Et on a obtenu ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on avait une très bonne corrélation entre VO2 max et le temps. Alors, pour exprimer la performance, on a exprimé en pourcentage du temps du vainqueur de chaque course. D'accord ? Donc, une très bonne corrélation sur le court, une très bonne corrélation sur le médium, et la relation n'était pas significative sur l'ultra, sur le très long, d'accord, UTMB et TDS. On n'est pas les seuls à avoir fait ça. Par exemple, Coates ont trouvé la même chose. Ils ont regardé la corrélation sur 50 km significative, sur 80 km significative, sur 160 km pas significative. Donc quand on voit ça, on se dit, ah oui, mais VO2 max, non seulement ça a moins d'importance, mais ça n'en a pas même. Ce n'est pas lié à la performance sur l'ultra. Dans cette autre étude, avec problème des corrélations, c'est que ça dépend un peu des sujets que vous avez dans le groupe. Et je vais vous la faire courte. En gros, ici, on a montré avec un groupe un peu plus hétérogène, puisqu'on avait ici le 5e de la course et l'avant-dernier de la course. Donc on avait vraiment tout le panel des finishers de l'UTMB. C'est une étude plus ancienne, mais qu'on a publiée plus récemment, en 2023.
eh bien, il y avait quand même une corrélation, une assez bonne corrélation entre VO2 max et performance. Donc vous allez me dire, bon, ça part un peu dans tous les sens, vous n'avez pas tout à fait tort. Ce que globalement, il faut retenir dans la littérature, c'est que oui, quand on voit ça, on se dit oui, quand même, la VO2 max, ça reste important. Je crois que je l'ai écrit ça. En ultra, la VO2 max reste un facteur déterminant de la performance, mais moins que sur trail court. Or, il se trouve que notre Kylian, il a sans doute une des meilleures VO2 max du monde. D'accord ? Toujours compliqué de comparer les athlètes, même s'il y en a qui s'y sont essayés. En tout cas, il a vraiment une très très bonne VO2 max. C'était aussi un champion, pour ceux qui le connaissent un peu moins, un champion de ski alpinisme. Et en ski alpinisme, c'est des formats encore plus courts où il faut vraiment une grosse caisse, comme on dit, une grosse VO2 max. Donc c'est certain qu'il a une énorme VO2 max. Donc on comprend assez bien pourquoi il arrive à gagner Sierre-Zinal 10 fois. Ça vraiment, ça l'a beaucoup aidé. Sur l'UTMB, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas nui. Mais s'il avait qu'une grosse VO2 max, ça n'aurait pas été suffisant. Donc il a autre chose qu'il est le seul à avoir, c'est-à-dire qu'il est le seul à avoir à la fois cette VO2 max-là et les autres paramètres que l'on va voir maintenant, les autres paramètres de la performance. Entre parenthèses, le fait que la VO2 max soit moins importante, c'est-à-dire joue un rôle moins clé dans la performance sur l'ultra que sur le court, ça explique sûrement pourquoi les femmes se rapprochent. Donc ça, on l'a montré dans une autre étude. Non, pardon, c'est la suivante. Ici, c'est juste un article de revue d'un autre de mes doctorants, Thibaut Besson. On avait comparé, c'était une étude sur un papier, une revue de littérature sur les différences entre les sexes sur la course à pied d'endurance, la course à pied de distance prolongée. Et on avait essayé de prendre en compte tous les facteurs qui faisaient que certains facteurs, les femmes étaient plutôt avantagées, et d'autres facteurs, les femmes étaient plutôt désavantagées. Et donc c'est pas le propos d'aujourd'hui, donc je ne peux pas m'attarder à ça. C'est un sujet qui est vraiment passionnant, surtout quand on s'intéresse à l'ultra, les différences hommes-femmes. Moi, je vais juste ici attirer votre attention sur le fait que les femmes, et c'est pour ça qu'elles sont pénalisées et qu'elles sont y compris, ça les pénalise à tel point que, à mon avis, ce sera compliqué de voir une femme gagner, y compris en ultra. C'est la VO2 max, justement, le transport de l'oxygène. La VO2 max et en particulier le transport de l'oxygène. Vous savez, peut-être ou pas, mais sûrement, que les femmes ont moins de globules rouges que les hommes, donc moins de capacité à transporter l'oxygène. Et ça, bien sûr, ça a un impact direct, on l'a vu, sur la VO2 max. Et ça les pénalise de façon plus. Et c'est pour ça que sur le court, c'est impossible de voir une femme gagner un grand marathon. Et sûrement que ça peut expliquer pourquoi elle se rapproche. Et ça, c'est dans une autre étude où on a utilisé les big data avec un autre étudiant, Franck Lemat. On a montré que les femmes se rapprochaient des hommes lorsque la distance, elles ont une meilleure endurance. Pour différentes raisons, le fait qu'elles aient plus de fibres de type 1, etc. Mais sûrement, à mon avis, le fait que la VO2 max joue un rôle moins important au fur et à mesure que la distance s'allonge, sûrement que ça doit expliquer aussi pourquoi elles se rapprochent. C'est-à-dire qu'elles sont pénalisées, mais comme ce facteur plus où elles sont pénalisées prend une place moins prépondérante au fur et à mesure que la distance s'allonge, alors c'est à l'avantage des femmes. Elles sont moins pénalisées, si vous voulez, sur le très long. Ok ? Bon, bref, c'était une parenthèse, puisqu'on parlait de VO2 max. Donc, bon, bref, pour revenir sur Sierre-Zinal, c'est sûr que pour gagner Sierre-Zinal, il faut une énorme VO2 max. Sur l'UTMB, ça ne nuit pas, mais il faut autre chose. Est-ce qu'il faut un bon coût énergétique? Alors le coût énergétique ou l'économie de course, c'est plus ou moins la même chose. C'est la capacité à, on fera une petite analogie ce soir si vous restez, la capacité à dépenser le moins d'énergie possible pour parcourir une distance donnée. D'accord ? C'est l'équivalent de la consommation d'essence de votre voiture aux 100 km. Vous voulez que votre voiture elle consomme le moins d'essence possible, ben vous voulez que votre coureur il consomme aussi le moins d'énergie possible pour parcourir une distance donnée. Et il semblerait que vous avez les Américains, les Européens et les Africains de l'Est. Il semblerait que c'est un petit peu débattu, mais un des avantages des coureurs est-africains sont le fait qu'ils ont une économie de course excellente. D'accord ? On a même calculé, donc ça coût en oxygène ici, c'est la consommation d'oxygène
par kilo de poids de corps par kilomètre parcouru. Donc encore une fois, il faut que cette valeur elle soit la plus basse possible. On a même calculé, il a même été mesuré chez un coureur est-africain, Tadeze, une valeur vraiment basse. Bon, apparemment, cette valeur elle est un petit peu foireuse, mais bon, bref, c'était pour l'anecdote. Mais en tout cas, bon, il semblerait que les coureurs est-africains soient plutôt avantagés de ce point de vue-là. Et notamment pour des questions d'anthropométrie. Mais vous voyez que c'est pas clair, puisqu'il y a énormément de facteurs, et on ne va pas tous les détailler, mais il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour expliquer pourquoi vous avez une économie de course qui est plus ou moins élevée. Et je vous rappelle que l'économie de course, c'est seulement un des paramètres de la performance. Pour l'instant, je vous ai cité 3 facteurs, c'est les 3 principaux, ce sont les 3 principaux, mais je suis sûr que vous avez en tête que j'ai été un petit peu vite en besogne, puisque bien sûr qu'il existe d'autres facteurs de la performance, que sont la gestion de course, les aspects psychologiques, etc. etc. Donc moi, j'évite de me mêler trop de psychologie, parce que je dis assez d'âneries quand je parle de physio, donc voilà. Mais évidemment que c'est important. D'ailleurs, on aurait pu en parler, parce qu'effectivement, entre le court et le long, peut-être c'est un petit peu moins documenté, mais je suis assez persuadé qu'il y a aussi des différences. Bon, bref, peu importe, on va rester sur les aspects physio-bioméca. Et alors je vais passer là-dessus, mais vous voyez qu'il y a tout ce qui est lié à l'entraînement, à la fatigue, au type de surface, on va y revenir. Bien sûr, les aspects biomécaniques, notamment la technique, avec la cinématique, les forces, etc. La souplesse du système musculo-squelettique. Bien sûr, les chaussures. Et puis, ce qu'on appelle l'efficacité neuromusculaire. Est-ce qu'on est capable d'être assez bref au sol ou pas, etc. Bon, bref, c'est assez compliqué. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour essayer d'expliquer. Vous avez intérêt à jouer sur tout ça pour essayer d'avoir le coût énergétique ou l'économie de course la plus basse possible, comme je l'ai dit. Est-ce que ça joue un rôle dans la performance? Ici, c'est une étude toujours de Thibaut Besson, où on avait comparé des coureurs élites entre elles avec des coureurs non élites, des coureurs de niveau régional, des assez bons coureurs quand même, des gens qui s'entraînaient vraiment régulièrement, mais qui n'étaient pas en équipe de France. Les élites, c'était les coureurs de l'équipe de France. On les a testés à des vitesses sous-maximales, à plat et aussi en côte. Et systématiquement, la conclusion, c'était que les élites avaient une meilleure économie de course, c'est-à-dire des valeurs plus basses, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, par rapport aux coureurs, on avait appelé ça expérimentés, c'est-à-dire de niveau régional. Et encore une fois, quelle que soit la vitesse et quelle que soit la pente. Donc globalement, on voit que quand on est entraîné, on a un meilleur coût énergétique. Donc c'est un élément pour dire oui, quand même, ça joue un rôle dans la performance. Ensuite, dans la même étude que je vous ai proposée tout à l'heure, eh bien, on avait essayé de comparer, là encore, en fonction des distances, très long, médium, short. Et là, c'était presque significatif dans le bon sens, c'est-à-dire que ceux qui avaient un coût énergétique élevé, c'est-à-dire pas bon, étaient ceux qui avaient une performance plutôt pas terrible, et inversement, mais ce n'était pas significatif. En médium, il n'y avait rien, et en très long, il n'y avait rien non plus. Mais, encore une fois, pour les mêmes raisons d'hétérogénéité, sur le long, il y avait, c'est l'honnêteté m'oblige à le dire, hein, parce que voilà, j'aurais pu vous le cacher, personne n'aurait rien vu, mais je suis honnête, donc je suis obligé de vous le dire. Il y avait une corrélation aussi sur l'ultra dans l'autre étude sur l'UTMB. Donc là encore, c'est des résultats un petit peu différents. Le problème de la mesure de l'économie de course, quand on s'intéresse au trailer, je ne vous l'ai pas dit, mais peut-être vous le savez ou vous l'avez deviné, on ne va pas aller mesurer ça sur le terrain. On peut, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, 99% des études mesurent le coût énergétique sur tapis roulant. Alors certes, c'est de la course à pied, on peut mettre de la pente, donc ça on se rapproche un petit peu plus du trail, mais évidemment, il n'y a pas de caractère, on a parlé de technicité du grand raid, etc. Évidemment, le tapis roulant, c'est tout plat, hein. C'est comme si on courait sur la route. Et donc ça, c'est problématique. Par exemple, on a fait une étude où on avait comparé, cette fois non plus des trailers élites avec des non-élites, mais 2 groupes de coureurs élites, les marathoniens de l'équipe de France versus les trailers de l'équipe de France. Et on avait émis l'hypothèse que les coureurs de marathon seraient plus efficaces sur le plat et les trailers seraient plus efficaces en côte. Donc on a eu juste sur la première partie de la proposition, effectivement, les coureurs sur route avaient un coût énergétique ici en noir qui était plus bas que les
que les trailers, à plat, mais en côte, il n'y avait pas de différence. Et donc, on peut émettre l'hypothèse que peut-être si on les avait mesurés non seulement en côte, mais avec un terrain un peu difficile, peut-être que les trailers auraient pris le pas sur les routiers. On a juste une étude à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, il y a au moins une étude qui a comparé, alors ce n'était pas des trailers et des routiers, mais c'était un petit peu la même chose, des coureurs d'orientation versus des athlètes sur piste. Et dans cette étude, ils ont montré que quand on est sur un chemin très facile, il n'y avait pas de différence entre les deux populations. Et quand on teste sur un chemin difficile, une des rares études où ils sont allés mesurer réellement le coût énergétique sur le terrain, quand on teste sur un chemin difficile, alors les orienteurs devenaient meilleurs, avaient un meilleur coût énergétique que les pistards. Donc il y a bien cette notion de spécificité que malheureusement on a du mal à appréhender. C'est possible encore une fois, puisqu'on a des analyseurs portables. Peut-être que vous en avez un ici à Angers, j'en sais rien. Non, il va falloir en acheter un. Bon, ça coûte un peu d'argent, hein, donc il faut vous cotiser. Mais c'est plus compliqué dans tous les cas. Nous, on est en train de faire une étude et j'avoue qu'on bataille un petit peu, justement pour essayer de mesurer en conditions spécifiques. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. En tout cas, c'est important de garder à l'esprit que oui, on mesure du coût énergétique, c'est de la course à pied, mais pour les trailers, c'est quand même pas en conditions spécifiques. Bon, bref, peu importe. En tout cas, il y a un autre aspect encore plus important sûrement que l'économie d'énergie, c'est l'économie musculaire. Et là, j'en parlerai ce soir et j'en parlerai tout à l'heure aussi. Mais ce soir, il faut vraiment rester. Ça fait déjà une deuxième raison pour laquelle il faut rester ce soir. On en reparlera. L'économie musculaire, et ce n'est pas un hasard, bien sûr, si j'ai choisi ces deux athlètes. Donc, Kylian, encore une fois, et Dawa Sherpa, qui était un... évidemment, je les ai pris en descente, puisque c'est l'économie musculaire, c'est surtout en descente que ça va se jouer. Donc, comment je fais pour ne pas m'abîmer musculairement dans les descentes? C'est ça la question. Bref, pour revenir à l'économie de course, et là encore, on parlera de façon un petit peu plus pratique ce soir. Comment je fais pour améliorer mon économie de course? Courir, déjà faire des bornes, ça marche. Et puis, il y a un moyen qui est assez, là c'est de façon générale, hein, qui est assez magique, c'est de faire de la musculation. Donc ça, vous avez tout un tas d'études qui sont relativement consistantes. Bien sûr, il y en a toujours qui vont à l'encontre des autres, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal. On a effectivement, quand on fait du travail de force explosive, pliométrie, on a des gains sur le coût énergétique. On est plus dynamique, on améliore l'efficacité de sa foulée. Et puis, quand on fait également du travail très lourd, ça marche aussi. Et il semblerait que ça marche même mieux. D'après cette revue systématique ou cette méta-analyse, qui ont montré que le Heavy Resistance Training fonctionne encore mieux. Alors, ils ne disent pas que la plio, ça ne fonctionne pas, mais ils disent que le travail lourd fonctionne encore mieux que la plio. Bon, dans tous les cas, la musculation, que ce soit plio ou travail lourd, c'est clairement l'effet que ça a sur le coût énergétique, sur l'économie de course. C'est un des intérêts principaux de la musculation en course à pied. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin, d'après cette autre méta-analyse, alors bon, pour moi, c'est un tout petit peu plus bancal, mais là, ils disent que globalement, si vous ne courez pas trop vite, la plio, ça suffit. Et si vous êtes un meilleur coureur, alors il faut faire du travail lourd en salle de muscu. D'accord ? Et finalement, ce n'est pas l'un ou l'autre. À mon avis, il faut faire sans doute un peu les deux. Mais bon, je ne suis pas préparateur physique, donc ça, je crois qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus experts que moi là-dedans. Bref, le coût énergétique, si on prend le fait que la musculation, ça permet d'être plus dynamique au sol, ça marche à deux conditions. Un, il faut quand même que la foulée soit dynamique, donc il faut aller assez vite. Donc entre elle court, Sierzinal, ok. Sur l'ultra, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt de la rando. Donc on marche beaucoup et quand on court pas vite. Y compris Kylian, hein, d'ailleurs. Et l'autre problème du trail, en général, c'est que parfois on est sur des terrains justement difficiles. Typiquement, Fabrice parlait de Marabout. Là, on a beau avoir une foulée dynamique, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. C'est-à-dire quand vous courez dans 10 cm de boue,
Bon, votre foulée dynamique, vous pouvez vous la mettre derrière l'oreille, hein, globalement. Donc ça ne sert à rien. Donc effectivement, sur le trail, alors c'est pas toujours comme ça, parfois il y a des terrains un peu durs qui renvoient, mais globalement, quand c'est difficile, quand ça monte beaucoup, quand le terrain est un peu meuble, etc., si vous courez dans la neige, dans la boue, etc., bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ceci étant dit, il y a quand même un intérêt, et même plusieurs, de la musculation entre elles, et en particulier en ultra, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, ce qu'on appelle l'effet protecteur. D'accord ? Et puis, il y a par contre une crainte associée à la musculation, c'est la prise de masse musculaire. Quand on fait de la muscu et qu'on est un coureur, on ne veut pas prendre de masse musculaire. Et là, si vous ne restez pas tout à l'heure, vous ne saurez pas la suite. Si avec tout ça, vous ne restez pas. Hein. En fait, moi, je suis payé au nombre de personnes qui restent. C'est pour ça que j'essaye de faire du teasing. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas payé. Malheureusement. Non, c'est pas vrai. Ok, voilà pour le coût énergétique. Et le troisième paramètre, donc ce F. Donc ce F, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelle fraction de VO2 max vous pouvez soutenir sur votre épreuve, sur votre trail ou sur votre ultra trail, ça fonctionne. Sur votre trail court ou votre ultra. D'accord ? Et ce F là, il porte un nom tout bête que vous allez me donner d'ailleurs. Pas de raison qu'il y ait que moi qui bosse. Comment ça s'appelle le F? Donc c'est F comme fraction, mais d'un point de vue physiologique. Comment on appelle ça? Personne? Eh ben, c'est ni plus ni moins que la définition de l'endurance. D'accord? Donc l'endurance, c'est la capacité à maintenir un haut pourcentage de son max. Ici, c'est la VO2 max, mais être capable de maintenir un haut pourcentage de sa vitesse max sur un sprint, c'est aussi de l'endurance. C'est de l'endurance de vitesse. C'est vrai que le terme endurance est plus volontiers associé aux efforts prolongés. Donc, typiquement à ça, le pourcentage de VO2 max que l'on est capable de maintenir. Et donc, bien sûr, on veut, et sur le numérateur, donc on veut que cette valeur elle soit la plus élevée possible. Je veux maintenir, idéalement, je voudrais maintenir 100% de ma VO2 max sur l'UTMB. Bon, essayez, si vous y arrivez, vous me faites signe. Évidemment, c'est compliqué. Et plus on va allonger la distance, et plus ce pourcentage va diminuer. Mais l'idée, c'est pour une distance ou une durée donnée, on veut avoir le pourcentage le plus élevé possible. Donc, F, c'est l'endurance. Donc, cette endurance, elle dépend, je disais tout à l'heure qu'on n'allait pas parler des aspects psychologiques, mais un petit peu quand même, enfin, ça sera uniquement là. Bien sûr que les aspects mentaux, psychologiques sont clés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toute une préparation mentale que les coureurs devraient, ils ne le font sans doute pas assez, mais en tout cas devraient mettre en place pour essayer de résister à cette envie de ralentir. Évidemment, quand on a mal, quand on a des courbatures, quand il faut pousser dans les côtes, on n'a qu'une envie, c'est de ralentir. Et puis, comme on a le dossard sur le dos, on essaye de ne pas trop ralentir. Et au final, c'est quand même un choix qui nous appartient. Hein. On n'est pas limité physiologiquement. Ça, c'est encore un autre aspect. Mais bref, il y a tout un tas de stratégies de préparation mentale qui existent pour essayer de limiter, de lutter contre cette envie de ralentir. Et puis, il y a quand même des aspects physiologiques. Et là, on va revenir à notre différence entre le trail court, Sierzinal et l'UTMB. Et donc, de façon un peu arbitraire, j'ai décidé de séparer entre l'endurance de haute intensité, évidemment pour le trail court, et de basse intensité pour l'ultra. On va voir que les mécanismes, les déterminants de l'endurance, un peu comme tout à l'heure le coût énergétique, qui, je vous rappelle, sont seulement une partie des déterminants de la performance, eh bien, ils sont aussi variés. Et ils sont surtout différents entre la haute et la faible intensité. Le premier aspect, donc celui-là, les aspects psychologiques, je pense qu'ils sont, je l'ai mis entre les deux, même si, de mon point de vue, il plancherait plutôt du côté de la faible intensité. Pourquoi ? Parce que plus c'est long et plus on a le temps de se poser de questions. Et donc plus sûrement la préparation, c'est tout à fait... c'est pas du tout étayé scientifiquement, c'est moi qui dis ça, mais je pense quand même que globalement, les aspects psychologiques sont encore plus importants sur le long que sur le court. Bon, ça n'engage que moi. Le reste aussi d'ailleurs. Bref,
Et sur les aspects où on va essayer de différencier entre la haute et la faible intensité, le premier, c'est le seuil anaérobie. Effectivement, ceux qui ont des endurances de haute intensité élevées, des bonnes endurances, ont aussi des seuils élevés, des seuils anaérobies élevés. Donc, comment on fait pour mesurer le seuil? Il y a tout un tas de protocoles qui existent. D'ailleurs, on peut aussi utiliser d'autres paramètres comme la vitesse critique, etc. Et vous verrez que Baptiste vous parlera de choses en lien avec ça tout à l'heure. Bon, bref, moi je vais rester sur des choses un peu plus classiques en physiologie de l'effort, de l'exercice, pardon. Ce sont des tests incrémentaux. Donc, j'ai collaboré un petit peu avec le team Salomon là, ces dernières années. Et quand ils venaient au labo, je leur faisais faire un test un peu particulier. Je ne dis pas que c'est mieux que ce que font les autres labos. Enfin, si, c'est mieux, mais non, je ne dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, c'est un peu original. C'est un test, enfin original, c'est pas moi qui l'ai inventé en même temps, donc je peux le dire en toute modestie. C'est un test que j'ai adapté d'un test australien, d'Australian Institute of Sport. L'idée, c'était de faire, dans un premier temps, c'est un test en deux moments. Le premier, on fait des paliers assez longs, de 4 minutes, à différentes vitesses, où on va mesurer le lactate. D'accord, donc 4 minutes pour le temps d'avoir justement une production de lactate. Et donc à chaque palier, on fait une petite prise de sang. Alors, en pente, pour être un peu plus spécifique au trail running, donc à 15%. Et quand la lactatémie, donc on analyse au fur et à mesure, à chaque palier, on analyse le taux de lactate. Et quand on arrive au-dessus des 4 millimoles, on s'arrête. D'accord ? Et ensuite, on laisse les athlètes se reposer. Et ensuite, seulement dans un deuxième temps, donc là, on mesure la VO2, mais finalement, la VO2 nous intéresse assez peu. C'est vraiment la lactatémie qui nous intéresse. Et ensuite, derrière, on refait un test incrémental, mais cette fois continu, ce qu'on appelle une rampe. On repart, donc on se repose 5 minutes. On repart à faible intensité, à faible vitesse. Et par contre, cette fois, on va jusqu'à l'épuisement. Ce qui permet d'avoir cette fois les seuils ventilatoires et d'avoir les max, d'avoir VO2 max ou VO2 pic. D'accord ? Donc bref, encore une fois, c'est un choix. On peut tout à fait faire des paliers incrémentaux jusqu'à épuisement et ça marche aussi. Bon, voilà, il me semblait que c'était un peu mieux, mais bon, je n'en suis pas du tout sûr. Et donc, ça permet effectivement de mesurer les seuils, enfin les deux seuils. En l'occurrence, c'est surtout le deuxième qui nous intéresse. Et regardez, alors je ne vous dirai pas qui, bien sûr. Regardez deux athlètes qui sont deux athlètes de niveau international. Regardez les valeurs de fréquence cardiaque qui correspondaient à leurs deux seuils. Donc, bien sûr, j'ai pris les deux extrêmes, mais c'est quand même assez spectaculaire. Il y en avait un qui avait son deuxième seuil à 150, même pas 155, alors que le premier, celui-là d'athlète, avait son premier seuil à 170, 175. Donc, bon, il faut quand même mesurer les seuils si on veut pouvoir s'entraîner, parce que bien sûr, l'idée, si je dis je veux améliorer mon endurance de haute intensité, ça va être de travailler dans cette zone-là pour essayer de repousser ce seuil. Donc voilà, faire du travail au seuil anaérobie. Est-ce que c'est important de faire du travail au seuil anaérobie quand on veut faire du long? À mon avis, non. Je dirais même que ça ne sert à rien. Sauf si vous travaillez avec des gens qui font de l'ultra un peu court et qui sont de très bons niveaux. Là, éventuellement, je veux bien discuter. Mais pour la majorité des coureurs, de mon point de vue, mais bon, je ne suis pas entraîneur, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Deuxième paramètre qui est clé dans l'endurance de haute intensité, ça, c'est peut-être un petit peu plus une surprise, c'est la capacité à thermoréguler, à bien lutter contre la production de chaleur. Et en effet, je l'ai mis dans haute intensité, bien sûr, chaque fois qu'on met un paramètre, on discute un paramètre ici, ça ne veut pas dire que ça joue aucun rôle dans l'autre, mais globalement, c'est plus important encore dans l'endurance de haute intensité. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui va faire en sorte qu'on va faire chauffer la machine, bien sûr, ça va être la température extérieure. Mais ce qui va encore plus faire chauffer la machine, c'est quoi? C'est la chaleur que vous allez produire vous. Et cette chaleur, plus l'intensité est élevée, bien sûr, plus vous allez produire de chaleur. Et donc, si l'intensité, ici on est dans la haute intensité, je vais produire plus de chaleur. Et donc, c'est encore plus important d'arriver à réguler. Et donc, ça ne veut pas dire que si je vais... Encore une fois, sur le Grand Raid de la Réunion, je m'en fiche de me préparer à la chaleur. Ça veut dire que si je vais faire un trail plus court, c'est encore plus important et que si je
si je ne prends pas la peine de m'acclimater à la chaleur, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Ok. Bon, bref. Et ça, c'est avec un autre de mes doctorants, Nicolas Bouscarène. C'est pas encore publié, mais j'espère que ça le sera bientôt. Il a mesuré, grâce à des capsules, on peut mesurer la température centrale, grâce à des capsules que les coureurs avalent sur le Grand Raid de la Réunion. Et c'était en 2022, il me semble, sur le Grand Raid. Et on a pu suivre, chez un certain nombre de coureurs, pratiquement en continu, la température centrale des athlètes. Et finalement, alors que c'était une année où il faisait particulièrement chaud, regardez les résultats. Les plus hautes températures, il y en a vraiment qu'un tout petit pourcent qui ont à peine flirté avec 39 degrés. Alors vous allez dire 39 degrés, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Sur des marathons, on peut monter au-dessus de 40, facile. En ultra, on est plus d'1 degré, 1,5 degré en deçà de cette valeur-là, pour la raison que je viens de vous expliquer. Même s'il faisait très chaud, vu que les athlètes, encore une fois, on n'avait pas le vainqueur de la course, donc peut-être que le vainqueur montait un tout petit peu plus en température, mais en tout cas pour le gros du peloton, les plus hautes températures, c'était autour de 39 degrés. Donc on a, pour cette raison de production endogène de chaleur qui était limitée parce que l'intensité est faible, finalement, malgré la chaleur, on ne montait pas tellement dans les tours. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre lutte contre l'hyperthermie dans la case haute intensité. Et puis le troisième aspect, ça ne veut pas dire que c'est... En tout cas, c'est les principaux. Je regarde un peu la montre parce que j'ai encore un peu de temps. Je vous ai dit qu'on parlait de nutrition, on n'y est pas arrivé, on y vient. Ce sont les stocks de glycogène. Globalement, là où les stocks de glycogène peuvent vraiment être un problème, c'est plutôt pour des efforts de type ici 75% de VO2 max. Ça, c'est une étude très ancienne, vous voyez, où ils ont fait des biopsies musculaires à différents moments pour regarder quand on était à 120% de VO2 max, à 90%, à 75%, à 60% et à 30% de VO2 max, la déplétion en glycogène. Donc là, il n'y avait pas d'alimentation. On partait au début de la tâche et puis on allait jusqu'à épuisement sans en prendre des glucides. Là où c'est vraiment critique, c'est à 75%, donc typiquement pour des efforts de type Sierzinal. Sur le plus court, où on va être peut-être à 40-50%, on voit qu'on diminue moins. Pourquoi ? Parce qu'on va moins vite, donc on dépense moins d'énergie. Et puis, comme vous le savez sûrement, quand on est à intensité plus faible, une partie de la fourniture énergétique provient des graisses, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est au niveau du seuil, comme ici. Donc là, quand on est encore plus court, bien sûr, on va dépléter plus rapidement en glycogène, mais comme on s'arrête plus tôt pour des histoires de fatigue musculaire, on va beaucoup moins bas. Donc la déplétion en glycogène, elle n'est pas importante ici. Si vous faites un 800 mètres, pas besoin de faire une surcharge glucidique avant un 800 mètres ou un 1500 mètres. Par contre, si vous faites un marathon ou un trail court, là, ça va devenir clé. D'accord ? Et voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, il va vraiment falloir optimiser sa nutrition. Et en particulier, donc, on peut essayer d'économiser son glycogène, de faire en sorte qu'on va s'alimenter, on va y revenir, s'alimenter comme il faut avant la course, etc. Et puis, ce qui est un petit peu plus, et je pense qu'Anthony aurait pu développer ça, ce qui est un petit peu plus nouveau, ça ne date pas d'il y a 15 jours non plus, mais depuis quelques années, c'est la notion, vous avez peut-être entendu parler de ça, de train the gut. Donc, comment on fait pour entraîner son système digestif à absorber plus de glucides. Et effectivement, il a été montré depuis quelques années que si on s'entraîne, si possible en course, à l'entraînement, pas au repos, à prendre des doses de glucides importantes, alors on peut augmenter le nombre de ce transporteur, dont on se fiche un peu du nom, mais en tout cas le nombre de transporteurs des glucides, ce qui permet d'assimiler une plus grande quantité de glucides par heure. Jusqu'à présent, et par exemple, si vous prenez la première édition de mon livre, vous regardez, c'est écrit, on est limité à 60 grammes par heure, 60-70 grammes par heure, et on a beau s'entraîner, ça ne bouge pas. Il y a plein de trucs qui changent sur ce qu'on s'entraîne, ça ne fonctionne pas. Je m'étais bien planté. La littérature à l'époque, les premiers travaux, c'est Jürgen Trupp, 2017.
En tout cas, ça c'est la première revue. Les premiers travaux sont un petit peu antérieurs à ça. Mais avant ça, donc en 2012 en tout cas, bon, peut-être que je suis passé à côté des tout premiers travaux, mais c'était quand même plutôt accepté qu'on ne pouvait pas améliorer ce facteur-là. Et en réalité, on se plantait. En tout cas, moi, je me suis bien planté. Et voilà, donc ça peut s'entraîner et apparemment relativement rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner 2 ans à consommer énormément de glucides pour augmenter cette capacité à assimiler les glucides. Et ça, c'est important parce que, bien sûr, vous allez pouvoir limiter justement la diminution du glycogène, surtout pour ces efforts courts, de trail court. D'accord ? Et ce que l'on savait déjà, mais qui a été confirmé, c'est qu'on a aussi des transporteurs différents pour le... Donc ça, c'est pour ces fameux transporteurs, c'est pour le glucose. Et on a des transporteurs différents pour le fructose. Et ce qui est conseillé, c'est d'avoir des boissons qui contiennent 2 unités glucose pour 1 unité fructose, et c'est comme ça que vous arrivez à absorber plus de glucides au total à l'effort. Mais bon, en tout cas, ce qui est assez nouveau, encore une fois, c'est cette notion d'augmentation de train the gut. Avec l'entraînement, vous pouvez aussi, à intensité donnée, si vous entraînez normalement, alors après, il y a tout un tas de théories sur si je m'entraîne cette fois l'opposé en consommant énormément de glucides. Si je m'entraîne sans consommer de glucides, est-ce que je vais améliorer la capacité à utiliser les graisses? Et donc, il y a tout des théories sur, c'est là qu'Anthony aurait été beaucoup plus pertinent que moi, sur ce qu'on appelle la périodisation de la nutrition, où certains proposent d'avoir des moments où on va consommer énormément de glucides à l'effort, et puis des moments à l'inverse où on va travailler plutôt sur l'opposé, c'est-à-dire la capacité à consommer beaucoup de graisse à l'effort, pour économiser les glucides, et les deux étant pas forcément incompatibles. Bon, le train de gut, assimilation des glucides, ça a l'air de fonctionner. Ça, s'entraîner à bas niveau de glycogène pour améliorer la capacité à utiliser les graisses, a priori, ce n'est pas aussi évident que ça. Mais en tout cas, l'entraînement en lui-même permet effectivement d'améliorer la consommation des graisses à une intensité donnée. Donc, voilà, à haute intensité, ça c'est vraiment clé. Maintenant, est-ce que la nutrition n'a pas d'importance à basse intensité lorsque je fais de l'ultra? Évidemment que si. Seulement, c'est un tout petit peu différent. Cette fois, c'est plus, on va chercher à optimiser les stocks de glycogène. Ce qui va être clé, c'est comment je fais pour manger et boire suffisamment pendant 25, 30, 40, 60 heures. Si vous n'avez jamais fait d'ultra, bon, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il nous raconte? Si vous en avez fait, vous voyez tout à fait de quoi je parle. C'est vraiment quelque chose de très compliqué, parce qu'assez vite, on n'a plus envie de manger, on va avoir des nausées, des vomissements, voire des diarrhées, ce genre de choses. Et ouais, c'est pas globe. Et vous voyez que les troubles gastro-intestinaux représentent un pourcentage assez élevé des raisons pour lesquelles les coureurs ne vont pas au bout de la course. Et ça, c'est uniquement les abandons sur lequel est le pourcentage de coureurs qui a des troubles gastro-intestinaux, ne serait-ce que des nausées, le manque d'envie pour s'alimenter, etc. Ça représente un chiffre beaucoup plus important que ça encore. Quoi qu'il en soit, rapidement, pourquoi on a ces troubles du système gastro-intestinal? Alors, soit parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on va y revenir juste avant la course. Ischémie mésentérique, donc ça c'est quand on le vol de flux sanguin qui va dans les muscles plutôt que d'aller au système digestif, donc forcément ça n'aide pas à digérer la raclette. Alors ça c'est plutôt moins en ultra d'ailleurs, mais le problème c'est que, parce que l'intensité est plus faible encore une fois, sauf que comme c'est sur beaucoup plus d'heures au final, c'est plus compliqué en ultra. Les ondes de choc aussi font souffrir un peu le système digestif, c'est pour ça que c'est plus prévalent en course à pied qu'en vélo. Le stress, si vous arrivez à être bien relax pendant les courses, c'est bien, c'est pas toujours le cas, et ça explique pourquoi ces problèmes-là surviennent plus souvent dans les courses qu'à l'entraînement. La température, spécialement s'il fait froid, bon, apparemment si vous êtes une femme et que vous êtes un coureur novice, c'est encore plus compliqué. Donc comment je fais pour essayer de point de vue pratique, pour essayer de minimiser ces troubles gastro-intestinaux? La première chose, c'est, alors peut-être maintenant c'est un petit peu moins à la mode, mais les fameuses pasta parties, on va se gaver de pâtes la veille des courses. Ça, il faut oublier. Hein. Il faut charger, bien sûr, personne n'a dit qu'il ne fallait pas faire de charge
en glucides, sauf si vous êtes sur des régimes cétogènes, mais c'est quand même assez rare. Il y a des coureurs, y compris d'assez haut niveau, qui font ça, mais pas beaucoup. Donc globalement, vous devez faire quand même cette phase de carbo-loading, mais il faut mieux la faire un petit peu plus tôt dans la semaine. Et puis, les 2 derniers jours, une fois que les stocks sont pleins, vous vous arrêtez. Donc, un jour, voire 2 jours avant, vous vous arrêtez. Les régimes, bon, je vais passer, je crois que ça n'existe plus, ça. Et puis, éviter tous les aliments de type fibres, produits laitiers, etc. Donc ce qu'on appelle les FODMAPs, donc essayer de limiter ces aliments-là dans les jours. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter, mais il faut essayer de diminuer franchement ce type d'aliments dans les jours qui précèdent la course. Ensuite, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est essayer toutes les stratégies à l'entraînement. Et c'est un des intérêts des Weekend Shock. On verra ça aussi sur la conférence grand public tout à l'heure. Ça permet, il n'y a uniquement quand on fait des Weekend Shock que l'on peut vraiment essayer sa nutrition sur l'ultra. Et j'ai lu qu'en ultra, c'était là où c'était le plus critique. Alors après, il y a des gens qui vont jusqu'à faire des bracelets comme ça, où ils vont noter exactement ce qu'ils doivent prendre, en notant au gramme près la quantité de poudre avec la quantité d'eau, etc. Donc il y a un peu des maniaques. Je vais passer là-dessus. Et puis, ce qui est spécifique à l'ultra aussi, c'est qu'on est assez vite dégoûté des gels, des produits sucrés, etc. Donc, il faut, pour éviter ces problèmes digestifs, passer assez vite sur des aliments salés, alterner entre le sucré et le salé. Typiquement, des soupes au vermicelle, ça c'est génial. Vous pouvez vous hydrater, il y a du sel en plus, c'est bon. Et puis, il y a des pâtes, donc c'est parfait. Un autre élément qui est clé, c'est la surhydratation. C'est pour ça que je te posais un peu la question. Et effectivement, donc la consommation hydrique et du coup la concentration en glucides que vous allez mettre dans votre boisson qui va dépendre de la température, il faut gérer à la fois quelle quantité d'eau vous allez absorber, enfin de fluide vous allez absorber, et la quantité de glucides. D'accord ? Même si vous pouvez prendre des glucides avec des gels, sans eau, mais souvent quand même on prend une bonne part des glucides dans les boissons de l'effort. Ce qui est important, c'est de ne pas boire trop d'un coup, donc d'avoir des petites prises régulièrement. Et comme l'a dit Fabrice, l'a rappelé tout à l'heure, ce qui est maintenant, contrairement à ce que l'on disait pendant des années, c'est-à-dire boire avant d'avoir soif, maintenant, on considère qu'il faut simplement boire à sa soif. D'accord ? Et pas trop s'inquiéter pour la déshydratation, voire même, une différence aussi entre l'ultra et le court, c'est qu'on peut accepter l'idée que, au moins sur le court, et vous allez voir pourquoi je précise sur le court, une certaine déshydratation, ce n'est pas forcément dramatique, ça peut même être positif, parce que si vous êtes déshydraté un petit peu, vous allez être un petit peu plus léger. Donc après tout, ça peut être pas mal. Et puis si vous buvez trop, ça peut contribuer aux troubles gastro-intestinaux. D'accord ? Alors après, il ne faut pas abuser non plus. Il faut quand même surveiller un peu la couleur de vos urines. Et effectivement, si vous avez des urines qui commencent à ressembler à ça, il vaut mieux... en général, si vous êtes là, c'est que vous avez soif quand même. Vous n'allez pas attendre d'être des urines dans cette couleur. Mais en même temps, si vous avez des urines qui sont comme ça et que vous faites un ultra, c'est qu'il y a aussi un souci. C'est que vous avez trop bu. Vous n'avez pas écouté votre soif. Et du coup, si en plus vous avez eu la mauvaise idée de boire de l'eau pure, vous vous mettez en danger pour un autre aspect. Cette fois, ce n'est pas la déshydratation, c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie. C'est-à-dire que vous allez avoir un taux de sodium dans le sang qui va être trop bas. Et ça, il y a des gens qui meurent d'hyponatrémie aussi. Donc bref, il faut rester entre les deux. Donc ça, c'est les systèmes de portage. Et effectivement, les gens qui courent, par exemple, avec les gourdes à la main, ont tendance à boire un petit peu plus que les autres. Donc s'il fait très 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 chaud, ça peut être une bonne idée. Sinon, je ne suis pas sûr. Le problème, on est bien aujourd'hui, c'est le moment parfait pour en placer, c'est qu'effectivement, lorsque l'on est en ultra et que l'on se déshydrate trop, alors les reins qui souffrent quand même malgré tout en ultra vont être encore plus mis à dure épreuve. Et donc, il faut quand même essayer d'y limiter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arriver au même poids de corps exactement qu'au départ, mais il faut quand même essayer de limiter un petit peu la déshydratation en ultra. Et surtout, éviter de prendre des anti-inflammatoires. D'accord ? Les anti-inflammatoires sont très mauvais pour les reins. Et en plus de ça, ça peut augmenter. Donc, les coureurs, en général, quand on leur dit ça peut avoir un problème sur votre santé, ils s'en tapent le coquillard.
Par contre, si on leur dit ça peut avoir des troubles, ça peut induire des troubles gastro-intestinaux qui va nuire à votre performance, ça leur parle un petit peu plus. On peut aussi, alors il y a toute une théorie aussi qui, comme je vous disais tout à l'heure, en essayant de s'entraîner à consommer des glucides à l'effort, beaucoup de glucides à l'effort. Il y a tout un courant aussi qui dit qu'il faut essayer de boire beaucoup à l'effort pour essayer d'augmenter votre vidange gastrique. Bon, les résultats sont apparemment un peu moins évidents. Pas partir trop vite, toujours dans le but de diminuer ces troubles gastro-intestinaux. Comme les chocs sont un problème, essayez de courir de façon la plus douce possible, en particulier en descente, donc en augmentant un peu la fréquence de foulée, ce genre de choses, ça peut marcher. Ça c'est pratique, protéger le ventre du froid. Et puis après, on peut même aller jusqu'à prendre des probiotiques, etc., etc. Donc là, Anthony aurait pu développer ça beaucoup mieux que moi. Et après, si jamais vous avez des problèmes malgré toutes ces précautions, bah, vous commencez à avoir des problèmes gastro-intestinaux. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter forcément, de ralentir, d'arrêter de prendre des glucides, pour le coup, de tourner un petit peu à l'eau pendant quelques temps, et puis en espérant hope for the best, comme on dit. Et puis après, changer, passer tout de suite un peu plus sur du salé, par exemple, si vous avez la possibilité. Voilà. Après, vous pouvez prendre il y a des drogues anti-vomissement, et l'expérience montre qu'on peut faire 100 km au Grand Raid de la Réunion avec du coca et des bananes seulement, et ça passe toujours plus ou moins, on va dire. Donc bref, cette capacité à s'alimenter, c'est vraiment un facteur clé de l'endurance de faible intensité, c'est-à-dire de l'endurance en ultra. Okay. Sauf que on en était là, et puis, alors c'est pas de la science, mais et je ne vais pas passer trop de temps sur cette diapositive, mais il y a un coureur, c'est un entraîneur assez connu américain qui s'appelle David Rush, qui est aussi un bon coureur puisqu'il a gagné un ultra. Alors c'est pas aussi connu que l'UTMB, que le Grand Raid ou que la Western States aux États-Unis, mais quand même la Leadville, c'est quand même un 100 miles assez réputé. Non seulement il a gagné la course, mais il a battu le record avec cette stratégie-là. Donc je vous passe toute sa stratégie d'alimentation. J'attire juste votre attention sur ça. Il annonce en tout cas, c'est pas de la science, mais il annonce avoir fait ses 15 heures avec une consommation de glucides de 140 grammes par heure. C'est-à-dire 2 fois ce qu'on considérait jusque-là comme le maximum. Alors, dans quelle mesure il bluffe, etc., j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'il annonce partout sur les réseaux sociaux. Et il annonce aussi avoir consommé entre 700 et 1 litre, 700 ml et 1 litre par heure, ce qui est aussi énorme. Quand on a fait avec Nicolas une étude sur, alors avec ses limites si on veut, mais quand même, on est arrivé au chiffre de un peu moins d'un demi-litre par heure qu'avaient consommé les athlètes sur le Grand Raid de la Réunion, où il faisait aussi quand même très chaud. Donc là, Leadville, il faisait chaud aussi, donc bien sûr qu'il faut boire beaucoup, mais lui, il est au double de ce que consomment Donc il est au double de ce qu'on consomme en glucides et au double de ce que consomme la moyenne en quantité hydrique par heure. Encore une fois, ce sont les réseaux sociaux, donc bon, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous donne l'info parce que c'est pas non plus un mec complètement qui sort de nulle part, etc. C'est quand même quelqu'un qui est assez connu. Ça ne veut pas dire que ça a été validé, mais bon, voilà, c'est pour ça que je prends la liberté de vous parler de ça. Et pour 5, 10, allez. Pour terminer, l'autre paramètre de mon point de vue, encore une fois, c'est évidemment, il y a la part d'arbitraire, mais qui est important de mon point de vue pour avoir une endurance de faible intensité, c'est-à-dire une endurance en ultra la plus élevée possible. Et vous allez voir que si on devait retenir qu'un seul paramètre en ultra, je dirais ça, la résistance aux dommages musculaires et articulaires. Alors ça, qui peut me dire le nom de ce coureur? Marco Olmo. Donc Marco Olmo, pour ceux qui sont un petit peu moins spécialistes, il a gagné l'UTMB aux années où je courais, c'est-à-dire il y a longtemps. 2008, non 2006-2007, pardon. Et comme vous pouvez voir sur cette photo, il n'a pas 20 ans. Quand il a gagné, il avait 58, la première année, 59 ans. D'accord? Et donc, comment on explique qu'on peut gagner, alors qu'on sait très bien que la VO2 max, qui reste un paramètre clé de la performance, diminue avec l'âge?
comment on peut expliquer, tout ça étant très théorique bien sûr, on n'a pas fait de mesure sur lui, le fait qu'il a réussi à gagner, même si ce n'était pas le niveau de l'UTMB actuel, mais comme c'était déjà la course que tout le monde voulait gagner, la course la plus relevée de l'année, dans ces années-là déjà, eh bien, je me souviens quand on me posait la question, c'était, bah oui, ça. C'est-à-dire qu'avec les années d'expérience, il a été capable d'améliorer sa résistance aux fibres musculaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet protecteur. Quand on court en descente, c'est-à-dire quand on est souvent confronté aux contractions excentriques, eh bien, nos fibres musculaires, elles vont se renforcer. Et si vous restez ce soir, vous aurez une autre anecdote sur Kylian. Ça fait quand même 5 trucs là maintenant. S'il ne reste pas, je ne peux rien faire. Mais c'est assez amusant. Bon, bref, pour revenir à la physiologie, regardez ce qui se passe lorsque je cours en descente pendant 30 minutes. J'ai une perte de force importante. Je mets quelques jours pour récupérer. Si je récupère 2 semaines et je refais la même course, regardez, la perte de force, elle est beaucoup moins importante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet protecteur. Et c'est ce qu'on appelle le cytosquelette. Enfin, il y a plusieurs raisons apparemment, mais le cytosquelette, c'est-à-dire la structure, la solidité des fibres, se renforce lorsque l'on soumet la fibre à des contractions excentriques répétées. Bien sûr que l'excentrique, ce n'est pas seulement de la course en descente, mais quand même, c'est vraiment un très bon exemple. Si vous voulez avoir des courbatures, le mieux, c'est de faire de la course en descente. Ou alors, ce qu'on a fait une fois pour une étude, des cloche-pieds en descente. Mais ça, c'est un peu too much quand même. Mais la course en descente, c'est déjà pas mal. Donc, on va renforcer la quantité de toutes ces protéines, qui ne sont pas les protéines contractiles, qui sont les protéines structurales, qui vont donc permettre à la fibre musculaire, aux fibres musculaires d'être plus solides. D'accord ? Et comme on l'a écrit dans ce papier-là, qui reprenait un peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, les différents paramètres de la performance, etc. Donc ce papier qui vient de sortir, là, c'est qu'on appelle ça une current opinion avec Nick Tyler. On a proposé un test qui permettrait d'évaluer, alors là c'est vraiment très théorique pour l'instant, d'évaluer la capacité à résister aux dommages musculaires. Et de notre point de vue, le but aussi c'était de dire, si on devait choisir, vous avez compris qu'il y avait tout un tas de facteurs de la performance, que ce soit en ultra ou en trail court, et que ce n'était pas forcément les mêmes. Si on devait choisir un seul paramètre, alors cette capacité à résister aux dommages musculaires, pour nous c'est le facteur le plus important. Pas le seul, mais le plus important. Et donc, parmi les stratégies pour limiter les dommages musculaires, eh bien, c'est la capacité à enchaîner, de s'entraîner beaucoup en descente et notamment de faire des week-end shocks. Là encore, week-end shock, ce sera tout à l'heure. J'ai essayé de répartir. Pour terminer, d'autres différences entre le court et le long, l'utilisation des bâtons. D'accord ? Là encore, en lien sûrement avec les dommages musculaires. Les bâtons sur le court, les dommages musculaires, vous avez vu, je ne l'ai pas mis, ce n'est pas important. Sur Sierzinal, ce n'est pas ça qui va casser énormément de fibres, ou en tout cas juste la dernière descente et on est arrivé, donc ce n'est pas grave. Sur un ultra, c'est autre chose. Et donc, si on peut alléger un petit peu, tout ce qui va permettre d'alléger un peu le travail des jambes, et notamment les bâtons, ça va être positif. Donc, de mon point de vue, quelqu'un qui ferait un UTMB sans prendre ses bâtons, je ne sais même pas comment je peux qualifier de ça, mais c'est une connerie, ça se dit, ça, c'est pas, on a le droit de dire ça, on peut. Et puis l'économie musculaire, là encore, revenez tout à l'heure, je vous montrerai une vidéo de Kylian qui court en descente, et vous allez voir que c'est pas qu'une histoire. Alors Kylian, entre parenthèses, je vous fais son CV très rapidement, c'est depuis qu'il a 4 ans, il grimpe des 4000 et des 3000 et des 4000 mètres. Son père était gardien de refuge, donc à 20 ans, il avait déjà la résistance musculaire d'un coureur de 35 sûrement. Donc c'est aussi pour ça qu'il est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a cette VO2 max incroyable qui lui permet de gagner Sierzinal, mais en même temps, il avait déjà cette résistance musculaire à 20 ans qui lui a permis de gagner l'UTMB tout de suite après Marco Olmo. Et il a aussi cette capacité, le fait d'avoir vécu en montagne, non seulement il est sûrement, encore une fois, on ne l'a pas testé, mais très solide musculairement, mais il a aussi une technique de course en descente. Si vous restez, vous allez voir, ou alors si vous ne restez pas, vous regardez sur Internet Kylian qui court en descente, c'est juste beau, quoi. Il n'y a pas d'autres termes. Et vraiment pour terminer, cette fois promis, on a parlé d'économie musculaire à l'instant. Tout à l'heure, on a parlé d'économie énergétique. Et parfois, pour tous ces facteurs-là, fréquence de foulée, le type d'attaque
attaque talon, attaque avant-pied, les chaussures que l'on va porter, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas des bâtons, est-ce qu'on est raide ou est-ce qu'on est un peu plus souple. Eh bien, c'est un petit peu caricatural, mais l'idée c'est de dire, si je suis par exemple avec des bâtons, oui, je vais m'économiser musculairement, mais peut-être ça me coûte un peu plus d'énergie, donc c'est pas terrible pour mon coût énergétique. D'accord ? Et ça, pour tous les paramètres ici, si j'avais un peu plus de temps, je le ferais, mais je suis un peu trop bavard, mais ça, je le savais. À tel point qu'on a émis l'hypothèse avec des collègues que parfois, en ultra, et ça, c'est spécifique à l'ultra, ce n'est pas sur le court, encore une différence, il faut accepter parfois de sacrifier, et c'était le but de cet article, vous voyez, sacrifier l'économie de course pour améliorer la performance. Pourquoi ? Parce que si je fais ça, je vais limiter les dommages musculaires et donc j'améliore mon endurance de faible intensité. La boucle est bouclée. Autre différence, le sommeil, je n'ai pas le temps, donc je passe. Il y a tout un tas de stratégies. Caféine, ça peut être, il y a le sommeil, l'extension du sommeil, etc. Donc je suis désolé, je n'ai pas le temps. On pourra prendre des questions éventuellement si vous avez des questions sur le sommeil juste après. C'est un autre sujet super passionnant également. Et puis l'utilisation de caféine qui n'est évidemment pas interdit. Après, on peut faire le choix de ne pas utiliser la caféine, mais c'est tout à fait autorisé. Donc, à mon avis, c'est se priver de. C'est dommage de ne pas le faire. Sleep banking, la fatigue, je passe. Voilà. Et la dernière différence potentielle, en tout cas, je mets un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a aussi une différence sur le pourcentage de masse grasse que l'on peut avoir en se disant, sur le court, bien sûr, il faut être le plus léger possible. Donc, il faut avoir le taux de masse grasse le plus faible possible, comme ces coureurs-là. Et puis, sur l'ultra, on a besoin d'avoir un peu de réserve énergétique, donc il faut avoir un pourcentage de masse grasse qui est plus élevé. Donc si vous avez ça en tête, vous pouvez vous l'enlever de la tête, puisque ce n'est pas du tout vrai. Même si vous êtes très maigre, vous pouvez faire 3 tours du Mont Blanc, à condition d'avoir un peu de glucides, sans problème. Vous avez suffisamment de réserve en termes de masse grasse. Et je crois que j'ai terminé. Non, le plus important, que ce soit sur le court ou sur le long, je pense que le plaisir est le même à l'arrivée. Merci. Merci Guillaume pour ta présentation. Alors moi j'ai 2 questions, mais peut-être que je vais laisser la parole à certaines personnes dans l'amphi. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on peut échanger le micro pour qu'on puisse passer le micro, s'il te plaît ? Merci. Oui. Sylvain. Bonjour, merci pour cette présentation. On n'a pas parlé pour la basse intensité du seuil 1. Est-ce qu'il serait limitant ? Et si oui, certains papiers plutôt récents montrent qu'il y a un facteur, une influence favorable du travail du seuil 2 sur le seuil 1. Il y a aussi des influences favorables du travail, parce que la VO2 max c'est une chose, mais le travail qu'on fait pour arriver à VO2 max semble aussi intéressant sur l'économie de course. Est-ce que du coup ce ne serait pas une explication du succès de certains coureurs? Alors, les données sur lesquelles le fait de travailler au seuil 2 améliore le seuil 1, oui. Enfin, quand on s'entraîne de façon générale, on améliore tout. Donc après, je ne sais pas exactement à quel papier tu fais référence spécifiquement sur l'influence de l'un sur l'autre, mais je ne connais pas forcément ces papiers, mais ça ne me surprend pas plus que ça. On pourra en discuter éventuellement après. Et après, le deuxième aspect, c'était quand on travaille à VO2 max. Tu peux reprendre, pardon, la question ? Économie de course, alors, même réponse, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, finalement, la meilleure façon de courir, c'est d'améliorer son coût énergétique. Il faut courir, donc quelle que soit l'intensité. Après, j'aurais plutôt tendance à dire que, quand même, globalement, si on veut améliorer son économie de course à faible intensité, il faut aussi courir à faible intensité. C'est-à-dire que si on court toujours très vite, et de mon point de vue, mais encore une fois, ça n'engage que moi, c'est un des intérêts aussi des week-end shocks. Au-delà même de l'économie de course à faible intensité, c'est l'économie de marche. C'est-à-dire si tu fais jamais des week-end shocks, en fait, tu vas jamais marcher ou très rarement, et donc tu vas pas t'entraîner à marcher. Et alors, il n'y a pas d'étude, je te le dis tout de suite, qui a mesuré l'effet sur l'économie de marche de faire des week-ends du choc ou des choses, ce genre de choses. Mais ça a du sens, à mon avis, de discuter de ça. Après, si l'idée, c'est de dire si je m'entraîne à VO2 max, je vais être à des intensités élevées qui font que je vais travailler mon système neuromusculaire, on est plus ou moins dans le cas de la musculation pliométrique légère. Ça revient un peu à ça, je pense. Et c'est peut-être pour ça que certains, alors encore une fois, je n'ai pas forcément en tête les papiers en question, mais si tu cours vite, très vite, à VO2 max,
c'est déjà un petit peu de la pliométrie légère quelque part. Donc peut-être que c'est pour ça, avec le bémol, que ça marche sur des terrains, quand on va vite, quand on fait du 10 km, quand on est en routard, etc. Entre elles, il y a quand même moins d'intérêt, sauf justement des courses comme Sierzinal, où et encore, il y a quand même pas mal de montées. Donc c'est le coût énergétique qui a quand même un peu moins d'intérêt à mon avis. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, si le principe de spécificité fait que si on veut, à mon avis, améliorer son coût énergétique à faible intensité, on ne peut pas échapper à de la course à faible intensité. Et donc, il faut courir doucement. Et il y a beaucoup de coureurs, je pense. Encore une fois, je ne suis pas un coach, donc peut-être s'il y a des coachs dans la salle, ils peuvent tout à fait me contredire. Il y a beaucoup de coureurs qui ne font pas suffisamment de travail de vraiment faible intensité. Et donc, les week-end shocks, ça sert aussi à ça, à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une pour revenir sur la capacité à supporter la douleur et l'effort. Tu as donné l'exemple d'une personne qui a 50 ans a remporté un trail ou un ultra. J'ai plus l'exemple en tête. Marco Olmo, ouais. Ouais. Est-ce que la capacité à résister à cet effort, elle vient de l'entraînement des fibres musculaires, donc d'un point de vue purement périphérique, ou est-ce que c'est d'un point de vue central où le cortex, il intègre les afférences d'une manière différente? Est-ce qu'il y répond d'une manière différente? C'est plus périphérique ou central? Alors, personne n'a la réponse à cette question, okay. Je suis à peu près certain. Ce qui est certain, c'est que le fait d'expérimenter la course en descente, de l'excentrique, ça va te renforcer d'un point de vue périphérique. Donc là, tu es vraiment plus solide. Après, est-ce qu'en plus de ça, on a effectivement une habituation aux douleurs, ce qui fait qu'on peut arriver... Je disais tout à l'heure que la préparation mentale pouvait servir à ça. D'accord, aller plus loin dans l'effort, entre guillemets. Mais peut-être que le simple fait de courir suffit quelque part. C'est-à-dire qu'on s'habitue, quelque chose qui nous paraît douloureux, finalement on se dit, bon, finalement j'ai survécu, peut-être que je ne suis pas obligé de me freiner autant. Et du coup, oui, ça se fait naturellement, de la même façon qu'on améliore son coût énergétique en courant. Le simple fait de courir, peut-être que le simple fait de courir améliore aussi, ou te permet de moins prendre en compte ces afférences nociceptives, parce que tu as été habitué à ça. Ça a du sens de penser ça. Est-ce que ça se joue réellement au niveau des fibres sensitives, au niveau de l'intégration, au niveau du cortex, je ne sais pas lequel d'ailleurs, cortex sensitif j'imagine, j'en sais rien et je ne pense pas que quelqu'un a la réponse à cette question, mais ce n'est pas impossible, c'est juste qu'on n'a pas on ne peut pas le dire, quoi, à mon avis, sauf s'il y en a qui ont des infos que je n'ai pas, auquel cas je suis preneur. C'est pas impossible, ouais. Okay. En fait, l'idée, c'est que effectivement, ce qu'on veut, mais là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que si ça fonctionne, ce qu'on veut, c'est être le plus fatigué, avoir le plus de dommages possible à la fin de la course. Ça veut dire qu'on est allé plus loin dans l'effort. Et ça, c'est si ça vous intéresse un peu ces notions-là, même si, encore une fois, je suis un physiologiste et pas du tout, je ne m'intéresse pas à la psychologie, mais à un moment donné, quand on s'intéresse à la performance, on est quand même obligé de faire un détour par les aspects psychologiques. Et donc, j'ai créé un modèle qui s'appelle le modèle de la chasse d'eau. Si ça vous amuse, vous allez sur mon site, il y a pas mal d'articles vulgarisés sur le modèle de la chasse d'eau qui prend en compte ça. C'est-à-dire dans le modèle de la chasse d'eau, c'est le déterminant principal, c'est la perception de l'effort. Et la perception de l'effort correspond à la quantité d'eau dans une chasse d'eau qui se remplit. Et en général, la chasse d'eau, vous savez, il y a une boule là qui fait que la chasse d'eau ne déborde pas. Et on arrête le remplissage, donc on arrête l'effort avant de déborder, c'est-à-dire avant de mourir, globalement. Mais cette réserve de sécurité avant de déborder, elle peut être plus ou moins importante. Et peut-être que cette réserve de sécurité, le simple fait de courir, ça la diminue. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand on n'est pas habitué, la moindre douleur, on va s'arrêter. Et puis quand on s'entraîne, on va se dire, non, finalement, ça va. Et donc, on va réduire cette réserve de sécurité. Et la préparation mentale sert à ça, etc. Et plus je réduis ma réserve de sécurité, plus je vais arriver fatigué. Mais finalement, c'est ça le but de la prépa mentale et de l'entraînement, c'est aussi d'aller plus loin dans l'effort pour être plus performant. Si votre but, c'est d'être performant, si vous êtes là uniquement pour admirer le paysage, c'est un autre sujet. Ok. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on conclut? Oui, une là-bas. Ah oui. Alors, j'arrive. Je pense que ce sera la dernière si on veut souffler un peu.
Bonjour, une question en lien avec les notions de seuil. Le seuil, sauf si ça a évolué depuis, ne se mesure qu'en laboratoire, seuil 1, seuil 2. Et quand on accompagne des athlètes ou quand on entraîne des athlètes, finalement, l'intérêt, c'est de pouvoir le transférer sur des données qu'on va pouvoir utiliser sur le terrain, type fréquence cardiaque, même si ça a des limites, parce que la chaleur peut jouer sur la fréquence cardiaque, l'altitude, etc. Et est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, sans rentrer dans des schémas de labo, de pouvoir travailler sur des données de correspondance de seuil 1, de seuil 2, je ne sais pas si c'est à l'appui de fréquence cardiaque ou autre chose, pour pouvoir donner des repères et avoir des repères d'intensité pour les athlètes lorsqu'on les prépare à des formats de course. On a vu que les paliers d'intensité, selon le type de format, la durée de la course, n'étaient pas les mêmes. Mais derrière, on a besoin un peu de ces valeurs-là, finalement, pour pouvoir accompagner les athlètes au mieux de leurs données physio. Oui, c'est une bonne question. La réponse va être décevante. Alors, Baptiste parlera indirectement de ça dans sa conférence tout à l'heure. Mais pour rester encore une fois sur les notions de seuil, donc il y a la notion. Alors moi, je suis pas très fan. Ça me passionne pas en fait ces notions-là de vitesse ajustée à la pente. Donc effectivement, on mesure la vitesse à plat et puis on sait qu'en fonction de la pente, on va pouvoir ajuster cette vitesse-là. À ma connaissance ou de mon point de vue, mais peut-être je ne suis pas compétent et pas suffisamment qualifié, mais ce n'est pas suffisamment précis pour pouvoir utiliser ces données-là. Donc on en est finalement à rester sur la fréquence cardiaque, effectivement. Donc oui, la fréquence cardiaque en fonction de ce que tu as mangé, s'il fait chaud ou pas, si tu es fatigué, combien d'heures tu as couru, si tu as bu ou tu n'as pas bu, ça va être impacté. Mais ça reste quand même la donnée la moins mauvaise. La plus mauvaise des données à l'exception de toutes les autres, je dirais. Et puis après, il y a la perception d'effort où il y a des indicateurs comme la ventilation. Le moment où on sait qu'au deuxième seuil ventilatoire, c'est là où on commence à être un petit peu en détresse ventilatoire. Donc simplement, je pense que les coureurs qui ont de l'expérience, ils arrivent assez bien à jauger à quel domaine d'intensité ils sont. Donc moi, à ma connaissance, il n'y a pas de données objectives plus précises que la fréquence cardiaque. Mais si, encore une fois, s'il y a des gens qui ont des données... en tout cas, les données de course, les puissances, les capteurs, on pourrait se dire peut-être que les capteurs qu'on utilise en course à pied, les pods, peuvent être une solution. À ma connaissance, c'est assez valable sur le plat, un petit peu moins en côte, donc pas de chance, c'était là où on en avait besoin. Et je ne crois pas, en tout cas dans les coureurs Salomon au moins que j'ai côtoyés, aucun n'utilisait ça pour faire des séances au seuil, que ce soit au premier ou au deuxième seuil. Peut-être que d'autres coureurs dans d'autres teams le font, mais voilà. Après, moi, je suis pas un expert dans ces nouvelles technologies. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera utilisé, mais je crois pas que ça soit très utilisé. Je suis pas certain à 100%. Merci pour ces échanges. On se donne rendez-vous dans un quart d'heure, 20 minutes, à 17h15, pour la dernière conférence de cette journée, avant la conférence grand public et la table ronde. Merci, à tout de suite.